Bon, déjà, un grand merci à vous d'être là, parce que je vais pas vous mentir, cette émission, on a eu l'idée de la faire le week-end de vos 30 ans. J'avais eu Yves qui m'a dit ouais, ça va vraiment être chaud, il y a quand même pas mal de choses. J'ai dit bon, on se la garde pour plus tard. Et je suis content de vous avoir réunis autour de la table. On va commencer par les présentations d'un petit tour de plateau, parce que l'équipe, il y a peut-être que des gens connaissent, mais il y en a une que personne ne connaît encore, je pense. Jérôme, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Jérôme, un petit peu plus de 30 ans, disons. Non, j'ai créé le groupe donc en 92. On a commencé à bâcher en 93, donc président et capot jusqu'en 2001. Et après, il a fallu passer la main parce que les Indiens ne sont pas éternels. Hein, on a autre chose à vivre, à partager. Lionel, dans l'ordre chronologique, c'est toi qui arrives après, normalement? C'est ça. Donc Lionel, moi je suis arrivé aux Indians en 99, donc au siècle dernier. Et puis voilà, moi j'ai été président de 2003 à 2005. Donc ouais, j'ai repensé là, le national, c'est loin. Voilà. Parfait. Alors, normalement, il devait y avoir Paul, mais on l'aura juste après. Mais dans l'ordre chronologique, c'était Paul Cometo qui est là. Et puis après, c'est les jeunes au pouvoir qui sont là. Alex, du coup. Alex, du coup, moi, carté depuis la saison 2013-2014, donc ça fait 10 ans. Au bureau du groupe depuis la saison 2016-2017 et président depuis la saison 2019-2020. Et c'est vrai qu'on l'a pas mis en avant parce que j'étais pas sûr, mais le vice-président des Indians, c'est le vice-président des Indians officiel, c'est Clément. Clément, t'es arrivé quand pardon. Je pense premier cartage de saison 2015-2016. Après, j'ai commencé vraiment à faire partie intégrante du groupe saison 2018-2019. Au bureau depuis bientôt 2 ans et donc vice-président depuis l'été dernier. Waouh. T'as des ambitions politiques ou pas dans le groupe? Non, je vais bientôt sauter, c'est sûr. Tout est sous contrôle. On recevra Paul après qui nous fera aussi une petite présentation rapidement. Jérôme, on va s'attarder un petit peu sur toi parce que tu viens de nous dire fondateur des Indians. Comment ça s'est passé cette histoire? On va revenir en 92-93. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette saison? Alors, on était une petite bande de copains. On était à l'origine 3 supporters de Castelmoron. On était abonnés au Westcop. On faisait partie du Westcop. Et bien sûr, ça nous convenait. On était bien dans le Westcop. Mais il y a des petits trucs qu'on voulait améliorer, qu'on voulait un petit peu différencier. Donc, on a eu l'idée l'été 92 de créer les Indians. Au sein du Westcop, une dizaine de personnes nous ont suivis. Et donc, premier match de la saison 92-93, on s'est lancé. Donc, on arrive au stade au Westcop. Et là, on n'a pas été forcément bien accueillis. Notre venue n'a pas été souhaitée par tout le monde. Donc, on a quand même encouragé le TF, on est resté avec le Westcop, mais on a gardé nos bâches discrètes dans des sacs. Donc ça c'est le premier match, c'était un certain TFC Montpellier. Cet été-là, donc on se déplace à Saint-Étienne. Donc à l'époque on était amis avec Saint-Étienne notamment et Bordeaux. Donc on est reçu au local des Magifans, etc., etc. Et là, les Magic nous disent « Ouais, mais lancez-vous, faut bien se lancer. » Et on s'est regardé entre nous, on a regardé le calendrier, et on s'est dit « Tiens, premier match de l'année 93, ce sera un TFC Saint-Étienne au Stadium. Et quoi qu'il en soit, bien accueilli ou mal accueilli, on mettra notre bâche. » T'avais quel âge à l'époque? 92, 96, 17 ans. Ah oui, donc ouais. On était des minots, des gamins. On était une bande de gamins. Il y avait quasiment, on était 10-12, un majeur là-dedans. On était des gamins. Et le Westcop, pour ceux qui n'ont pas connu, c'était, on va dire, un peu les Indians d'aujourd'hui ou plus grand même encore? Non, c'était quand même, c'était plus petit. Après, il y avait une ambiance vraiment. C'était le cœur du stadium. C'est un COP qui s'est créé aux alentours des coupes européennes lors de l'épopée contre Naples, Moscou, etc., etc. C'était le poumon du stadium, le Westcop. Donc le virage d'en face était désert. Le virage est, c'était vraiment désert. Et c'était la tribune des visiteurs, simplement. Ok. Et du coup, quand est-ce que vous avez bâché déjà officiellement pour Saint-Étienne ou pas? Alors pour Saint-Étienne, on a bâché.
Donc on s'est lancé et finalement on a été accepté. Sur le même mois, on a fait notre premier bâchage extérieur à Bordeaux pour un match mémorable. C'est le premier match du TFC qui a été remis pour une erreur d'arbitrage. Donc ça restera mémorable aussi. Donc on est resté toute la saison au Westcop jusqu'à la saison suivante, donc le 93-94. On a décidé de migrer virage Est. Et là, on s'est retrouvés comme des martiens pour faire allusion au tifo du TFC Le Havre. D'ailleurs, le premier match était un TFC Le Havre aussi. Ça, c'est vrai. Ils l'ont fait exprès, bien sûr, le clin d'œil. C'est une bien sûr. Ouais, oui, bien sûr. Super coïncidence. Et là, on arrive dans un virage, on débarque, on était une trentaine des Indians, on débarque dans un virage où les visiteurs venaient entre 50 et 500 à côté de nous. Et avec une capacité maximale dans le virage de 5, 6, 800 personnes. Ah oui, donc c'était vraiment minorité en fait dans le virage. On était en minorité. On était vraiment en minorité et lorsqu'on voyait débouler les Stéphanois, Marseillais ou autres Parisiens à côté de nous, voilà. Avec un simple cordon de CRS à l'époque, pas de grille ni rien, et bien, adviendra ce qui pourra. Et puis... Bon, tout s'est bien passé au final, puisque ça a continué après. Ça a été dur. Ça a été dur, ouais. Ça a été dur. Et comment ça s'est passé ces premières années là pour essayer de fédérer un peu tout le monde autour de ce nouveau groupe qui était émergent? Alors on a essayé de faire quelques campagnes publicitaires, on a essayé de se faire connaître à droite à gauche dans la ville, mais c'était pas évident, le club ne marchait pas du tout, des résultats vraiment très mauvais, donc personne n'était vraiment attiré. Et on allait faire ce qu'on appelle du porte-à-porte au sein du virage, c'est-à-dire qu'on avait la moitié des membres de l'asso qui, avant un match, préparaient un tifo, l'autre moitié allait voir tous les jeunes du virage et leur demander de bien vouloir venir avec nous, debout, au centre du virage, pour essayer de ne pas être ridicule et de dépasser la trentaine. Donc il y a des matchs où on était 50, 80, 100, on faisait ce qu'on pouvait. Et on allait racoler le moindre supporter du TFC au sein du virage pour essayer de tout simplement grandir et donner un petit peu plus de voix. Je t'ai vu acquiescer, Lionel, t'as connu un petit peu cette période? J'ai connu la fin de cette période, ouais. Parce qu'en fait, même quand la première période des Indiens, c'était arrivé à un niveau très haut, le virage était quand même assez creux, donc c'était une importance d'aller chercher les gens pour pas rester isolés dans le virage, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi le nom d'Indians? C'est vraiment le fruit du hasard. On a décidé de créer un groupe sans avoir de nom. C'était assez original. Donc on a fédéré du monde au virage ouest en disant on va créer quelque chose, on n'avait pas de nom. Et un jour, en allant boire une bière entre copains et les minimes, on fréquente un bar qui à l'époque s'appelait Indians Legend. Donc on rentre là-dedans. L'idée nous trotte, on sort de là-dedans, on se dit allez hop, ce week-end on lance la bâche, on va l'appeler Indians. Et c'est parti par le fruit du hasard derrière, on y a rajouté Tolosa parce qu'on avait déjà une culture plus ou moins occitane, et à 93 parce que voilà, on voulait marquer l'année de fondation. Tout s'est joué dans un bar. Est-ce que ce bar existe encore? Non. Ah, quel dommage. Non, et malheureusement je ne saurais même pas l'identifier. On va enchaîner un petit peu, Lionel. Du coup, toi, par rapport à ton parcours, tu nous as dit à partir de 99, c'est ça que tu as dit tout à l'heure. Ouais. Donc 99, donc du coup sous la présidence tout à fait. de Jérôme. Mais comment ça s'est passé pour toi, tes débuts Alors, en 99, j'ai 17 ans. En fait, à un moment donné, j'étais abonné avec mon père en honneur. Et puis, donc, du coup, je voyais 2 virages. J'ai découvert un peu l'ambiance. Il y avait les ultra-occitans à droite et les Indians à gauche. Et c'est un peu il y a eu la bascule entre les deux en termes d'importance. Et bon, du coup, moi, j'ai eu envie d'aller de ce qui me semblait se bouger le plus, qui était les Indians. Et du coup, je suis arrivé en 99 et je fais de suite un déplacement. Puis après, puis voilà. Donc effectivement, j'ai connu cette période-là où on essaie d'animer comme on peut, de faire vivre quelque chose. Et c'est là quand même il y a un noyau qui prend et il y a un virage qui est en train de l'être. Et puis après, il y a le drame sportif qui nous touche, plus la AZF, et on se retrouve en national au Sept-Deniers. Et donc là, du coup, on passe totalement sur autre chose en termes de nombre. Et ce qui en fait, nous a rapproché en fait, les membres qui étaient, qui sont restés à cette période-là. Également, parce que du coup, on s'est tous retrouvés, même
le virage ouest avec nous. Et du coup, on a commencé à faire des liens avec les anciennes Occitan qui sont les BFS et qui donc sont toujours dans le virage. Là, ouais. Et du coup, on a fait des déplacements ensemble mémorables à travers la France. On a fait le Grand Chelem national. Ça a été vraiment fondateur. Cette Denis, à l'époque, il n'y avait pas la tribune. Donc on était sur un talus à domicile. C'était mémorable avec des craquages de fous à faire pleurer Olivier Sadran. C'était les réunions supporters à l'Armée parce qu'on n'avait plus de stadium à cause de la ZF. C'était vraiment incroyable. On a l'impression d'être en foot amateur mais à niveau pro, enfin semi-pro. Donc voilà, donc je suis arrivé dans cette ambiance-là. Puis la D2, donc je rentre dans le bureau puisque c'était l'année des 10 ans, hein, donc le grand événement des Indians, hein, les 10 ans. Et puis donc avec je veux bien mettre en avant aussi Mathias, qui a été le président donc cette période-là, qui a été le capot, qui a succédé à Jérôme, qui a beaucoup aidé aussi. Et du coup, moi, je prends la relève à la présidence en 2003, donc les 2 premières années de Ligue 1 sous Sadran. Puis voilà. C'est plus côté aussi présidence d'assaut, etc. ou pas? En fait, on se rend pas compte, mais moi, je suis président, j'ai 20 ans, quoi. Enfin, c'est formateur après. C'est formateur et puis on fait ça parce qu'en fait on a envie que le truc il dure et puis il n'y a pas grand monde qui veut le faire et en fait c'est juste voilà et puis on fait tout hein. Enfin je veux dire là aujourd'hui c'est une armée, c'est cool hein. Alors que ça permet de faire des trucs encore plus fous et nous à l'époque on gère tout quoi à 4 ou 5 je veux dire voilà et, non c'est super chouette. Moi j'en ai ça m'a donné envie de poursuivre dans les trucs associatifs en dehors du TFC mais c'est une super expérience ouais. Grosso merdo à peu près combien de membres sur les débuts, c'est fait jusqu'au début des années 2000. Sur les 5-6 premières années, on alterne entre 30 et 80 membres. Et sur les 2 dernières saisons, on arrive à grimper entre 150 et 400 personnes. Sur ma présidence, voilà. Et en national, on retombe à 30-40. Mais par contre, c'est un vrai noyau dur. Quoi. Oui, donc oui c'est 40 qui sont là tout le temps. Exactement. Et du coup, après, ça remonte progressivement. Ouais. On va appeler Paul Cometto, là s'il est en train de l'appeler, qui va nous raconter aussi un petit peu son parcours. Les gars, quand vous écoutez cette histoire, on va dire ce passé, ça vous dit quoi? Enfin, ça vous évoque quoi? C'est l'histoire du groupe. Après, c'est des histoires qu'on connaît déjà forcément. C'est des choses qui se transmettent de génération en génération. Après, bon, nous, on a quand même aussi avec Clément, on n'est pas arrivé il y a 2-3 ans non plus. On est arrivé aussi dans des périodes compliquées. On sait que ça n'a pas toujours été facile. Ça a été un peu l'histoire du groupe, hein, des périodes creuses, des périodes un peu plus fastes. Ça a été les montagnes russes jusqu'à aujourd'hui. Et on espère que là, d'être monté très haut, on espère qu'il n'y aura pas la grosse descente derrière. On espère que ça va durer. Mais oui, on a toujours ça en tête de toute façon de savoir que tout n'est pas gagné et que tout ne s'est pas fait dans la facilité pour le groupe. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Par rapport à ce qu'il dit aussi, le fait d'avoir vécu, parce que nous on a aussi vécu le gros passage à vide de la fin de l'ère Sadran, ça nous permet aussi de garder la tête sur les épaules par rapport à ce qu'on vit actuellement. Comparé à tous les gens qui sont arrivés depuis 2-3 ans, qui commencent à s'enflammer parce qu'on a enchaîné 3 défaites et qu'on est 15e. Une 15e place à l'époque c'était bien, et sauf qu'on la vivait dans un stade avec, il parle de blocs à 30-40. Moi j'ai vécu quand je suis arrivé aux Indians, c'est que j'étais pas encore dans le groupe vraiment, mais que Alex était capot. On en a fait des matchs en fin de saison à 30-40 où c'était vraiment compliqué. Donc voilà, on sait d'où on vient et on veut tout faire pour pas y retourner aussi et vraiment capitaliser, que ça soit pas juste une fame temporaire. Parce que je pense qu'on s'en voudra vraiment de ne pas avoir su capitaliser sur ce que traverse le club pour créer un vrai gros groupe qui durera dans l'avenir. Mais c'est ce que tu nous as dit la fois que tu étais venu à l'émission, c'est que le plus dur commence. Ouais, je pense. Je pense que tu avais raison aussi, c'est que le plus dur c'est maintenant, c'est de garder aussi tous ces gens, toute cette ambiance, tout ça, et que ça grossisse, on va dire, de plus en plus. Bon, le temps que Paul il nous a dit encore un petit peu de temps à attendre, Alex, on va passer à toi. Ton petit parcours, raconte-nous un petit peu tout ça, parce que du coup là on saute un petit peu une génération. Il y a un petit trou d'air. Ouais, il y a un petit trou d'air, mais bon, il est pas encore disponible, donc on va attendre. Mais comment t'es arrivé dans le groupe? Comment ça s'est passé? Moi, ça faisait quelques temps que je venais au stadium. J'y viens depuis tout petit. C'est ma mère qui m'a amené au stadium à l'époque. En grandissant, moi je venais au match, mais je passais plus de temps à regarder ce qui se passait en virage.
Donc petit à petit, j'ai commencé à faire des matchs en virage dans le bloc Indians. Puis petit à petit, j'avais plus envie d'aller ailleurs que dans le COP. Donc après, il y a eu les 20 ans du groupe, où là j'étais encore extérieur au groupe, où c'est un événement où je me suis dit, ah ouais, là vraiment, Faut y aller. faut que j'en fasse partie. Donc la saison suivante, je me suis écarté. J'ai fait mes premiers déplacements aussi. Donc j'avais encore 16 ans à cet âge-là. Après, voilà, les années compliquées, les dark years comme on les appelle. Vient la saison où on se maintient en fin de saison, le maintien à Angers, Ouais, 2016. avec Duprat. Donc là, il faut savoir que avant les 3 derniers mois où Duprat est arrivé, la saison était catastrophique sportivement, mais elle était tout autant en tribune, quoi. Genre, vraiment, là, Oui. on avait un niveau similaire à celui du club, et c'était la cata, à tel point que sur la fin de saison, le groupe ne bâchait même plus. Donc il se passe la remontada, Angers, tout ça. Arrive l'assemblée générale de fin de saison, où là, la question qui est posée sur la table, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue? Oui, parce qu'à l'époque, la question se posait vraiment parce que le groupe Oui, aussi était s'est en posée perdition très aussi. souvent, hein. Ouais. C'est une question qui revenait souvent dans Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, que même à une époque où les Indians choisissaient les déplacements par manque de moyens, manque de monde, etc. Ils se disaient, bon, on va cibler tiens, celui-là, celui-là et celui-là, et on ira pour essayer de faire un groupe un peu plus conséquent, quoi. Ça, c'est fini, ça, maintenant. À Liverpool à 2005. Alors, ça prend les avions directement maintenant, Ouais. donc c'est notre catégorie. Hein. Une VDRS c'est autre Airlines. chose. Du coup, 2017. Du coup, voilà, l'AG de cette saison où ça se bouscule pas pour prendre des responsabilités. Où moi j'avais 19 ans et j'ai dit s'il faut le faire, je le ferai. Donc j'étais au bureau à cette période-là et c'était Flo qui avait repris la présidence. Et donc là, c'est parti. Hein. J'étais en engrenage. J'étais rentré au bureau et j'y suis encore à l'heure actuelle. Donc voilà, après avec la suite qu'on connaît, hein, les années encore compliquées jusqu'à la descente en Ligue 2, l'année noire. Mais avec quand même, parallèlement à ça, une génération de jeunes aussi qui commence à se former au sein du groupe et qui commence à faire des trucs pas trop dégueulasses. Peut-être par intermittence à cette époque-là, mais on arrivait à faire, Il y avait une petite étincelle qui était en train voilà. de se créer, quoi. faire un gros tifo, le TFC Marseille, la descente, des gros déplacements, par exemple à Saint-Privé ou Oui. au bus. Il y avait des trucs qui permettaient de se dire Il y a un truc. il y a un truc qui arrive, quoi. Donc là arrive la descente, le Covid qui nous éloigne du stade, cette frustration de voir une belle saison en Ligue 2, de la voir dans dehors du stade, donc on commence à créer les accueils de bus, tout ça. Ça finit sur le match de barrage avec le gros accueil de bus devant le stadium. On monte pas, et maintenant je pense qu'on peut se dire limite tant mieux de pas être monté et d'avoir vécu après une saison en Ligue 2 au stade. Parce que la saison en Ligue 2, c'est là où c'est parti en couille. Hein. Oui. Où, moi, en plus depuis le perchoir, je voyais le truc grossir de match en match, l'ambiance qui montait, de plus en plus de monde qui nous suivait en virage, jusqu'à finir avec la saison, tout le virage debout, complet. Puis maintenant, C'est habituel. Maintenant, c'est une on habitude. a réussi à faire perdurer ça. Ouais. Normalement, c'est bon. Clem, on terminera par toi. Normalement, on a Paul avec nous qui vient d'arriver. Salut Paul, ça va? Salut, je vous entends très mal, mais je suis là. Ok, bon, on va essayer de faire au mieux. Je vais essayer de parler un peu plus fort, on va voir si ça passe. Tout le monde s'est présenté, on a fait un petit tour de table, on a sauté une génération parce qu'on est passé de Lionel à Alex. Normalement, il y avait toi au milieu. Est-ce que tu peux, nous dire un petit Ouais, peu? il est là. Il m'a retardé, il voulait pas dormir, donc Ouais, bon. il va écouter un petit peu l'histoire du mouvement Ultra à Toulouse. Eh ben, c'est la meilleure des berceuses. Est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques mots et comment t'es arrivé après dans le groupe et nous expliquer un peu les rôles que tu as eu dans le groupe? Est-ce que tu peux... Excuse-moi, je vous entends de très loin. Alors ça va être compliqué pour faire. Je vais essayer de répéter. Est-ce que tu peux te présenter ainsi que nous dire un peu comment t'es arrivé dans le groupe et quel rôle tu as occupé? Paul. Je suis dans le groupe depuis un peu plus de 20 ans, 21 ans je crois maintenant. J'ai été capot à partir de 2003 et président à partir de 2005-2006 je crois, quelque chose comme ça.
voilà, à 20 ans à peu près. Je me suis occupé de quand même pas mal de trucs dans ces 2 tâches, et notamment des tifos, de toutes les fringues, etc., les écharpes, tout ce qu'on a produit. Je me suis occupé de toute cette partie design. Enfin, je m'occupe encore. Voilà quoi, en gros. T'es quand même un personnage emblématique du virage. Enfin, tous ceux qui sont de notre génération t'ont connu avant Alex. On te voit encore beaucoup présent. T'habites pas à Toulouse, mais ça représente quoi du coup pour toi les Indians? Ça représente quoi les Indians? C'est pas une partie de ma vie, c'est une part de ma vie. Ouais. C'est pas quelque chose de passé, c'est quelque chose de présent. Tu me posais la question, voilà, de mon parcours. Je crois que, alors j'ai un petit peu entendu ce que disaient Jérôme et José Blasquez juste avant, mais en gros, moi je suis arrivé un petit peu en ultra du groupe. C'est un petit peu ce que j'ai modestement essayé d'apporter au groupe, c'est d'apporter un petit peu cette culture italienne de la façon de supporter finalement, au groupe de supporters, comment dans toutes nos actions, voilà, on apportait ce côté qui allait un peu plus loin, encore un peu plus de radicalité. Je dis ça avec beaucoup avec un sens très positif dans la démarche, mais c'est un petit peu tout ça qui a caractérisé ce que j'ai voulu qu'on amène dans le groupe. C'est quelque chose qui doit accompagner toutes nos actions, je veux dire, du tifo au champ au déplacement. Finalement, c'est une mentalité un peu plus jusqu'au boutiste, c'est se dire que on va faire les déplacements, quelles que soient les galères qu'on a eues, quelles que soient les difficultés, parce que parfois c'était extrêmement loin, on était extrêmement seul aussi, partout en Europe, on a progressivement commencé à changer la façon dont on voyait aussi notre présence au stade. C'est intéressant ça aussi d'avoir cette vie-là. Il y a un truc qui me revient beaucoup, dans vos bouches, c'est les déplacements. Les déplacements, c'est quelque chose aussi qui est très formateur quand on est dans le groupe ou dans un groupe en général, non? Je pense que c'est là que se forge beaucoup d'amitié, qu'on rencontre beaucoup de personnes, une solidarité à toutes les épreuves. Un match au stadium, c'est rapide en soi. C'est 1h30, on prépare un petit peu un tifo avant. Il y a des choses qui se passent, mais c'est rapide. Un déplacement, on part pour 8, 10, 15, 20 heures. Et on échange entre nous. On est solidaires entre nous, autour des Indians, autour des Violets. Et c'est là que se crée quelque chose, vraiment. Avant qu'on enchaîne sur les 30 ans, Clem, on va passer à toi, parce que t'es le dernier dans la chronologie. Le pitchoun, ouais. La pépite qu'on appelle couramment. Raconte-nous un petit peu. Bah moi un peu comme tout le monde, j'allais au TEF depuis que j'étais petit. C'était mon père qui m'amenait, qui connaissait vraiment rien au foot, mais qui m'amenait pour me faire plaisir. J'ai commencé à aller en virage avec ma sœur, avec l'ancien copain de mon autre sœur aussi. Et donc voilà, j'étais en haut du virage, je voyais Paul, Xi ou autre se démener au micro. J'aimais bien ça et voilà. Après petit à petit j'ai rencontré pas mal de potes au lycée qui suivaient le TEF aussi. On a commencé à découvrir que faire des apéros et aller chanter dans le COP, en fait c'était sympa. Et j'étais avec déjà Roman qui est aussi maintenant au bureau où au final pendant 3-4 ans, on va dire de 2014 à 2018, on était là à tous les matchs, on faisait des apéros à tous les matchs. Mais on s'intégrait pas, on a un peu des caractères réservés avec mes potes et on n'arrivait pas à franchir le pas. Et puis de fil en aiguille, à force de faire de plus en plus de déplacements, etc., on a passé un peu la barrière, on est rentré dans le groupe, je suis rentré dans le groupe. Pendant du coup 2018-2021, je faisais partie du noyau, je faisais pas mal de déplacements, sans non plus prendre des responsabilités. Voilà, j'avais une petite responsabilité de relancer le zine du groupe. Et puis il y a eu un peu des petits problèmes internes dans le groupe à une époque qui ont fait que ça a un peu rebattu certaines cartes. Et c'est à ce moment-là où j'ai trouvé ma place un peu plus haut dans le groupe que je suis rentré au bureau. Et donc ça a été, au final je suis rentré au bureau en décembre 2021 et donc vraiment juste avant que ça parte en couille, on va dire. Et donc on va dire que j'ai participé, j'ai trouvé mon rôle dans tout ce qui a été
final, les choses qu'on n'avait jamais eu à gérer et que tout le fait de grossir, de passer de 400 à 3200 membres aujourd'hui, il y avait plein de gestions supplémentaires, toute la partie émergée de l'iceberg au final, toute la partie administrative, qui était quelque chose qui me correspondait assez bien et donc ce que je fais aujourd'hui encore. Voilà. On va rappeler un truc aussi, c'est que vous êtes tous bénévoles. Et ça, les gens, ils l'oublient des fois. Ils le comprennent pas toujours. C'est pas tout à fait vrai. Hein. Ah. Alex, il prend un billet à tous les matchs. Hein. Parle pas de mes dernières vacances. Un ou deux. C'est faux parce qu'en plus, là, sur le dernier match, Paul t'a dit que c'était pas vrai que vous preniez pas de billets. Donc ça veut dire que tu nous as menti en virage. Moi, en fait. Alex reverse très peu son argent. Il n'y a pas de cotisation Indians ou des conneries. Non, mais vous êtes quand même tous bénévoles et faut le souligner. Il y a aussi des étapes avant d'être Indians. Il y en a certains qui nous ont posé la question. Les Boys Terous. Qu'est-ce que c'est les Boys Terous? La Boys Terous, c'est une section du groupe qui regroupe les jeunes les plus motivés. Et qui vise en fait, quand on est un jeune, qu'on arrive dans les Indians et qu'on a envie d'intégrer le noyau, c'est un peu une étape obligatoire quoi, de passer par la BT. C'est là où aussi on va apprendre à créer un esprit vraiment de groupe entre jeunes, à serrer les coudes les uns les autres. Et voilà, c'est tout simplement un peu c'est une petite étape avant vers le noyau. Ouais, c'est une section à qui on va confier, nous, le bureau, des premières responsabilités. Et donc, ça va être les vraies grosses premières responsabilités de certaines personnes dans le groupe et qui permet aussi de se forger en tant qu'ultra et en tant que gestionnaire de petits projets ou On aime bien leur confier toutes les choses qu'on n'a pas envie de faire. Oui, ça, on avait compris, t'inquiète. Je me retourne vers vous, qui a créé parce qu'ils ont fêté leurs 20 ans. D'être au téléphone. Ouais, c'est ça. Bon, alors je me retourne au téléphone. Paul, est-ce que c'est toi qui as créé les Boys Terous? Est-ce que Paul est avec nous? Oui. Paul, est-ce que tu m'entends? Non, il n'est plus avec nous. Ouais, je vous entends. Oui. Pardon. Est-ce que c'est toi qui as créé les Boys Terous? Ouais. Et pourquoi alors? Parce que on était une génération dans le groupe un peu relou de jeunes qui étaient très branchés justement sur la mentalité ultra et on regardait H24 ce qui se passait dans les autres pays et il fallait nous canaliser et on avait besoin de se créer cette espèce de cadre propre puisqu'il y a toujours, vous savez, des petites frontières générationnelles dans un groupe comme le nôtre et on avait besoin de ce petit truc un peu comme un espèce de méga centre de formation mais pour porter des générations à chaque fois et le sens finalement de la Boys Terous, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est des gamins turbulents, c'est finalement d'en faire des membres du noyau Indian, c'est un peu les meilleurs membres quelque part, c'est un peu ceux qui sont amenés à diriger le groupe. Alors concrètement, pour être honnête avec vous, ça finit souvent en deux courants, c'est soit tu finis au bureau, soit tu finis d'être dans les méga boulets du groupe. Et ça se vérifie à chaque génération, mais c'est un passage un peu important et tout le monde ne fait pas partie de la BT. C'est pas parce que tu as 18-20 ans que tu vas en faire partie. Il faut quand même mouiller le maillot et montrer que tu le mérites. Avant qu'on passe sur les 30 ans, est-ce que... je vais me demander à vous et après on va faire avec vous. Est-ce que pour vous le groupe est à son apogée? Ouais, c'est dur comme question. Après, il faut grandir le virage, non? À un moment donné, il y a un problème de place, quoi. Enfin, apogée, ils sont plus hauts de ce que ça a pu être. Et ça, c'est une évidence. Enfin, quand je compare, c'est échelle x10, x100, enfin, sur des trucs. J'ai plein d'exemples en tête, des trucs où nous on faisait des choses dans le coin. Aujourd'hui, c'est limite industriel. Des trucs hyper qualitatifs. Donc l'apogée, oui, ils sont tout en haut. Après, oui, ils sont tout en haut, quoi. On peut aller plus haut. Je suis ok vraiment avec ce que dit Lionel. Après, apogée, peut-être que dans 3 ans, on se dira, tiens, c'était juste une étape en 2023 ce qui s'est passé. Mais moi, ce que je vois extérieurement, un petit peu avec un regard d'ancien, c'est surtout la notoriété qu'ont pris les Indians et
et l'attrait populaire auprès de la jeunesse, auprès de la ville de Toulouse, tout simplement. Il y a des gens qui aujourd'hui viennent au stade impérativement dans le virage Brice et qui viennent plus, on va dire, qui ont les Indians un centre d'intérêt qui dépasse largement le club. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, certaines personnes viennent pour les Indians. Et c'est vraiment respect. C'est une étape où on est à l'apogée. C'est pas encore l'apogée. Bah bon, ça va alors.